Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ma part, donc, je me présente rapidement. Je dirige l'association EcoPark qui, depuis 22 ans, œuvre à concrétiser le développement durable dans le milieu urbain, notamment en collaborant avec les collectivités publiques ou en offrant de l'information et de la sensibilisation. Et j'ai vraiment le plaisir, comme l'a dit, je suis extrêmement heureuse d'être ici, très motivée, de vous accompagner tout au long de cette matinée. Et j'ai également la lourde tâche d'être la responsable du timing et du temps. On le voit, hein, les espaces publics de qualité ou les espaces publics de demain ne sont rien sans des villes résilientes, pensées de manière systémique et radicalement inclusive. Alors le grand défi urbanistique, c'est de rêver, d'oser imaginer le futur, et pourtant, qui peut à lui seul affirmer de savoir ce que demain nous promet? C'est pour ça que la place de l'intelligence collective et l'intégration des futurs usagers et usagères est plus que jamais primordiale. Et pour avoir eu la chance d'échanger avec tous les participants et tous les intervenants et intervenantes d'aujourd'hui dans la préparation de ce séminaire, je vous assure qu'une matinée inspirante avec des solutions très concrètes vous attend. Je suis ravie d'accueillir... Non, mais venez, ne partez pas. Je suis ravie d'accueillir Madame Desfago, donc après 15 ans de barreau dans la place genevoise, spécialisée dans le logement. La docteure Valérie Desfago est depuis 2015 professeure chargée de cours à l'université de Neuchâtel en droit administratif et droit du développement territorial, et donc qu'elle a repris de Madame Guy Cabert en 2017. Elle a à cœur de transmettre à ses étudiants une vision systémique des enjeux territoriaux. Et ces enjeux systémiques, ces approches systémiques, elles ressortent dans ces deux axes de recherche principaux qui seront plus que pertinents pour nos échanges d'aujourd'hui, le droit administratif général et le droit de l'aménagement du territoire dans son sens le plus large. Madame Desfago se penche également activement sur les liens entre santé, écosystème et territoire, la planification énergétique territoriale et les coopératives d'habitation comme laboratoire de propriété durable. Elle voit le droit non pas comme un frein qui pose des limites et obligations, mais aussi comme un levier d'action à disposition des communes pour la transformation qui offre de réelles potentialités. Merci beaucoup. Allez-y. Vous sentez du coup pour faire le switch? Sinon j'appelle le secours. Ça devrait aller. Merci. Hop. Alors j'ai juste un visuel un peu particulier, mais ça devrait jouer quand même. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Merci Leïla de ces mots d'accueil et d'introduction. Alors effectivement, je vais vous parler de la transformation des espaces publics sous l'angle juridique. Dans le programme, vous avez vu, on avait avec Monsieur Kempf décidé le titre « Cadre et limites ». Puis en réalité, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu réducteur et un peu pessimiste. Hein. On a besoin de l'espoir dans les temps dans lesquels on vit. Et en fait, je l'ai mis simplement sous l'angle juridique. Et mon propos, vous verrez, sera qu'il existe de quoi faire et des bras de levier et des pistes pour essayer de contribuer, ou pour que les collectivités publiques contribuent à la transformation des espaces publics au moyen d'un usage optimal des instruments à leur disposition. Alors, je ne sais pas si vous savez s'il existe je le dis en français dans le texte, hein, National Center for Climate Services. Je ne sais pas si vous connaissez cette organisation. C'est un réseau de la Confédération qui est dédié aux services climatiques, qui coordonne finalement les différentes innovations, les différents projets, et se veut comme une plaque tournante du savoir, et qui va soutenir les processus décisionnels respectueux du climat. Et dans ce cadre-là, le NCCS soutient un certain nombre de projets, dont l'un d'eux, Serrières vers une fraîcheur de vivre. C'est un projet, une collaboration entre la ville de Neuchâtel et le centre de climatologie appliquée de l'université. Ma collègue Martine Rebeté, que vous connaissez certainement, vous avez certainement entendu dans les médias, et qui s'est engagé ou qui a entrepris de poser un certain nombre de capteurs dans ce quartier de la ville pour mesurer les effets d'îlots de chaleur urbains ainsi que l'impact des éléments rafraîchissants. Et dans le cadre de ce projet, il est indiqué que celui-ci propose une concrétisation de la stratégie fédérale en faveur de l'adaptation au changement climatique, premier élément. Que ce projet va aussi tester la méthode d'une approche à l'échelon
du quartier, celui-ci étant plus cohérent par rapport à la problématique à aborder. C'est cet élément important, je reviendrai dessus. Également, ce projet insiste sur la démarche participative orientée habitants, santé des habitants et implication de ceux-ci, afin de donner l'envie de se réapproprier l'espace public aux usagers. Et donc, en lisant un petit peu finalement les enjeux de ce projet, il y a une multitude de questions qui surgissent. L'espace public va-t-il servir à renouveler le vivre ensemble, ou est-ce que c'est le vivre ensemble qui façonne l'espace public? Est-ce que vous, les urbanistes, est-ce que vous devenez finalement des acteurs des politiques publiques de santé en su de façonner le territoire? Est-ce que vous participez à des programmes de santé publique? Est-ce que l'espace public devient le vecteur d'une certaine solidarité? Il y a plein de questions très fondamentales qui se posent autour de ces enjeux. Une partie où certains seront abordés ou effleurés ce matin. On a pu déjà commencer à en entendre parler avec l'exposé précédent de Madame Curnier. Et moi, je viens vous parler, quant à moi, de manière un peu plus prosaïque, du cadre juridique de la transformation des espaces publics. Et comme l'a dit Leïla, c'est, en ce qui me concerne, dans l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, je vois finalement cela, le droit, plus ou moins comme... Je recommence. C'était ma phrase d'accroche, je la loupe. Le droit n'est pas uniquement le vecteur de limites, comme on a souvent coutume de le voir et de le rencontrer, surtout lorsque l'on n'est pas juriste. Mais je vais essayer de vous convaincre aussi ce matin qu'il est un formidable bras de levier. Alors tout d'abord, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle d'espace public? Monsieur Kempf vous a parlé ce matin, ou a donné des exemples, la place du marché, la place de l'église, des squares de quartier, des chemins publics. On a vu aussi des images dans l'exposé de Madame Curnier. De quoi parle-t-on? Il est important de se poser la question. Et pour le juriste, il y a deux clés de lecture, ou deux grilles de lecture. La première va s'exprimer en fonction de la maîtrise du foncier. Est-ce que les espaces en cause appartiennent, alors là je mets des guillemets, est-ce qu'ils sont sous la maîtrise de la collectivité publique, le plus souvent la commune, parfois le canton, ou au contraire, ces espaces publics sont-ils propriété de propriétaires privés? Lorsqu'on est dans la nomenclature des biens de l'État, on distinguera patrimoine administratif, patrimoine financier, domaine public. Et puis le domaine public regroupe les parcs, les routes, les eaux. Et puis le patrimoine administratif a certains éléments ouverts au public. Peut-être que lorsque vous êtes venu ce matin, vous êtes passé devant l'université, le bâtiment du 1er mars, il y a un joli parc avec un grand cèdre. Et bien là, c'est le domaine ouvert du patrimoine administratif du canton de Neuchâtel. Ou alors on peut... analyser la notion d'espace public selon l'affectation du territoire. Et là, on va plus seulement s'intéresser au foncier, à qui a la maîtrise, mais plutôt de l'usage qui en est fait. Et cet usage découle d'une affectation le plus souvent. Et donc, il est tout à fait possible qu'une affectation prévue dans un plan soit une zone de verdure, une zone de délassement, un chemin piéton, une route ouverte au public, aussi selon la loi sur la circulation routière. Il n'y a pas seulement l'affectation LAT, mais aussi l'affectation LCR, qui va donner finalement ce caractère ouvert au public qui permettra au public d'utiliser ce domaine-ci ou cet espace-ci de manière libre et gratuite, même si en réalité la collectivité publique n'a pas la maîtrise du foncier. Donc deux clés d'entrée, l'idée c'est pas tellement de vous donner une définition, d'en choisir une, mais simplement d'avoir celle-ci en tête lorsque l'on réfléchit à ces questions. Alors pourquoi vouloir transformer l'espace public? On a commencé à en parler de ce matin. Ce matin, on a eu aussi des énumérations de la part de M. Kempf. Je ne vais pas m'attarder trop, simplement vous dire qu'il existe des engagements internationaux qui ont été pris par la Suisse, notamment l'accord de Paris sur le climat dont on entend parler, mais également la Convention sur la diversité biologique, qui est un peu plus discrète, mais non moins de portée importante et capitale. Pour laquelle il va y avoir une COP très prochainement, ou encore l'agenda 2030 de l'ONU sur le développement durable. Tous ces engagements internationaux ont été signés par la Suisse, par la Confédération, mais en réalité, ils vont transpirer jusqu'au niveau communal des collectivités publiques, et donc les obligations de l'accord de Paris, de la Convention sur la diversité biologique et l'agenda 2030 sont aussi des obligations qui s'imposent aux collectivités publiques cantonales et communales. Et ces obligations-là, qui émergent du droit international, vont faire naître finalement par capillarité, en dessous d'une foison de nouveaux instruments, notamment les planifications énergétiques territoriales et les plans climat, dont je vous parlerai tout à l'heure.
Plan climat, plan, aménagement du territoire. Je vous replace juste ce que dit le tribunal fédéral à propos des instruments d'aménagement du territoire. Le tribunal fédéral considère que l'aménagement du territoire dans notre ordre juridique est un Stufenbau, une pyramide avec les plans directeurs des cantons, plans d'affectation et autorisation de construire. Pour ma part, je préfère renverser la pyramide et puis dire qu'on a une couche de base, un peu comme un millefeuille. La première couche, c'est le plan directeur cantonal, planification d'affectation et autorisation de construire. Alors cette définition est en réalité très lacunaire parce qu'elle ne vise que les éléments de la LAT, l'élément aménagement du territoire, de la planification. Elle ne reflète pas le fait que les instruments de l'aménagement du territoire vont servir non seulement la loi qui porte ce nom, mais également, et puis désormais surtout, en fait, l'ensemble des autres intérêts publics ou l'ensemble des autres politiques publiques qui sont concernées par le territoire. Et notamment, cette politique publique qui vise à transformer l'espace public, finalement, va s'exprimer à travers les instruments de la LAT. Cette définition est lacunaire aussi parce qu'elle ne reflète pas que l'utilisation du sol révèle, et vous le savez aussi, de nombreux conflits d'usage qu'il va falloir arbitrer, et la planification et les instruments d'aménagement du territoire servent justement à arbitrer ces différents conflits d'usage. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire refléter ici. Et puis, alors moi aussi, je prends un petit peu de recul dans le temps et j'observe plusieurs vagues ou manières de procéder dans l'intégration des différentes politiques publiques en lien avec le territoire dans les instruments de celui-ci. Alors, dans les lois les plus anciennes, les eaux, les forêts notamment, sont vraiment les premières lois. D'ailleurs, le principe de séparation entre bâti et non bâti découle à l'origine de la législation sur les eaux. Il y a des dispositions spécifiques qui règlent l'aménagement du territoire. Donc, ces lois contiennent des éléments qui interdisent, par exemple, de bâtir à une certaine distance des eaux, interdisent de bâtir à une certaine distance des forêts. Pour ce qui est de la protection contre le bruit, la loi contient aussi des dispositions contraignantes en matière d'exposition au bruit, mais en revanche, la spatialisation va se faire par la voie des plans d'affectation qui vont fixer les degrés de sensibilité au bruit. Avec le temps, on voit que le législateur a créé des mécanismes différents. Il recourt de plus en plus à des législations fondées sur des buts et des principes ou des buts à atteindre, avec des éléments finalement qui deviennent contraignants seulement lorsqu'ils sont intégrés dans les plans. Et donc, il n'y a pas de règles strictes dans la loi, mais c'est en réalité l'intégration du but à poursuivre par la loi en cause qui va devenir contraignante une fois qu'elle est intégrée dans un plan. Et pour illustrer, vous connaissez certainement les inventaires IFP ou les inventaires ISOS. On a un but de protection très général qui découle de la LPN, mais la LPN ne dit pas grand-chose sur ce qu'il faut faire et ce qu'on doit faire avec ces inventaires, et c'est l'intégration dans le plan qui va faire naître ces obligations. Et maintenant émerge, et c'est pour ça que j'arrive au troisième niveau de type d'instrument. Maintenant que l'urgence climatique est déclarée, besoins liés à la protection du climat, mise en place de la transition énergétique, durabilité, protection de la biodiversité, ces besoins sont exprimés non plus dans des inventaires de la Confédération, mais dans des instruments stratégiques qui concernent chaque collectivité publique, et notamment les communes et également les cantons. Et donc, ces planifications stratégiques, la planification énergétique territoriale, je la laisse de côté, elle nous occupe un peu moins aujourd'hui, ou alors les plans climat, ont à la fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, les obligations internationales qui découlent de la signature des accords de Paris et des autres conventions. Ces plans climat ont à la fois pour but de mettre en œuvre pour les communes et les cantons ces obligations qui découlent du droit international, mais aussi ils expriment une politique très volontariste des collectivités publiques pour atteindre les buts fixés par ces textes. Donc on est à la fois dans une logique descendante de la norme internationale au terrain, et aussi également dans une logique ascendante et volontariste du terrain à l'action. Et c'est là que survient la distinction terminologique que je faisais en début d'exposé. Les communes ont la maîtrise des biens publics qui sont les leurs, notamment le domaine public ou les parties publiques du patrimoine administratif. Mais les communes ont aussi la maîtrise par la voie de la planification des espaces ouverts au public dont elles n'ont pas la maîtrise du foncier. Et on le verra dans un instant, c'est tout l'intérêt de réfléchir en termes de planification pour la transformation des espaces publics. Première piste à creuser, c'est
pour faire des instruments juridiques de l'aménagement du territoire en levée d'action, c'est de changer d'échelle. Donc on va, au lieu de se focaliser sur un périmètre particulier, il est possible, hein, évidemment, il est possible de changer d'échelle et d'englober un périmètre de plus grande importance. Alors je ne sais pas en pratique comment les communes procèdent lorsqu'il s'agit par exemple de planter des arbres sur les trottoirs, sur le bord des espaces routiers, si vous passez par une procédure d'autorisation de construire ou pas. Non, voilà. Donc l'aménagement est fait par la collectivité publique qui en a la maîtrise et qui décide, hein, en gérant ses biens et son patrimoine, ce qui est tout à fait normal et cohérent, de planter ces arbres. Et donc, dans les espaces où les collectivités publiques ont la maîtrise du foncier, eh ben, une autorisation de construire peut suffire, voire pas d'autorisation de construire du tout. Alors, pourquoi vouloir changer d'échelle? Ben, tout d'abord, c'est pour répondre aux besoins. Les limites du foncier peuvent ne pas coïncider avec les intérêts à poursuivre. Par exemple, pour la réalisation d'un couloir arborisé qui va relier deux quartiers, par exemple, eh bien, le cheminement piétonnier qui va relier ces deux espaces pourra être une voie ouverte au public qui n'appartient pas à la commune. Pour assurer la réalisation de cet espace et la figer, il est possible d'utiliser la planification d'affectation. Il est également aussi possible, effectivement, d'utiliser des instruments de droit privé, comme des servitudes, mais la planification a un certain nombre d'avantages. Je vais vous en parler maintenant. Donc le plan permet de pallier l'absence de maîtrise du foncier sur des espaces qui sont ouverts au public, premier avantage. Deuxième avantage, le plan va permettre d'assurer que la politique communale en matière d'espace public correspond non pas aux parcellaires du registre foncier, mais avec une vision globale et des buts à atteindre en fonction des intentions de celle-ci. Et M. Coquillat en a parlé ce matin, hein, avec vraiment une vision beaucoup plus large que celle limitée au strict domaine public, donc en main de la commune. Et surtout, troisième avantage, et là je fais peut-être de la prospection, c'est peut-être un pari sur l'avenir, mais j'observe aussi la tendance selon laquelle, dans les différentes modifications proposées de la loi sur l'aménagement du territoire, un élément qui intervient de plus en plus, c'est l'élément de compensation entre les différents espaces. Compensation, par exemple, le tribunal fédéral, dans les arrêts concernant les secteurs exposés au bruit, a laissé entendre, même si après, finalement, il n'a pas adopté ce point de vue, mais il a quand même laissé entendre que dans les secteurs très fortement exposés au bruit, l'on pourrait, à l'échelle d'un quartier, avoir des îlots de tranquillité qui pourraient compenser le fait que certains immeubles soient un chouïa un peu trop exposés au bruit, et qu'un îlot de tranquillité pourrait compenser un îlot de bruit. Alors là, on est dans le domaine de la LPE avec une jurisprudence très foisonnante et très stricte, mais à mon sens, on peut utiliser cette même logique de compensation avec les îlots de chaleur. Et là, je pense que cela reprend tout son sens. Dans la notion de compensation, pour dire, voilà, on a des îlots de chaleur versus des endroits de fraîcheur, eh bien, la planification permettra d'avoir cette vue à grande échelle qui permet finalement d'avoir une vue cohérente et d'éviter que certains îlots de fraîcheur ou de tranquillité disparaissent parce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une planification et qu'ils risquent finalement de sortir par la petite porte. Alors là, c'est un peu une réflexion prospective, mais je vous invite à peut-être vous en souvenir si le besoin s'en présente. Les pouvoirs sous-estimés des plans. Donc planifier permet de répondre aux besoins de la problématique à régler, c'est la première chose. Planifier permet aussi, et ça c'est probablement une problématique aussi qui est peu utilisée hein, dans les communes, peu systématiquement utilisée, énormément à Genève, mais en revanche, peut-être un peu moins dans les autres cantons. Très souvent, on a vu le plan, et notamment le plan d'affectation, comme un instrument qui va imposer des obligations de tolérer. Le propriétaire ne pourra pas densifier plus que ce qui est prévu par le plan, par exemple. Mais les plans peuvent également imposer des obligations de faire. Obligations de faire, donc des obligations actives, hein, des obligations positives à charge du propriétaire. Vous connaissez certainement les cessions gratuites de terrain à la commune lorsqu'il s'agit d'équiper, par exemple, un quartier, ou le transfert et la péréquation de droits à bâtir dans un périmètre pour justement regrouper concentrer les concentrations dans un espace plutôt qu'un autre. Et je pense que de nouvelles obligations de faire pourraient être imposées très aisément dans les plans d'affectation, dans les plans de quartier, pour répondre aux défis qui attendent les communes face à la transformation de l'espace public. Et là, je fais appel à votre créativité. Hein. J'ai
Finalement, pour vous donner les exemples que je vais vous citer, je me suis inspirée des fiches du plan directeur cantonal, mais je suis sûre que vous avez plein d'idées, Madame Curnier aussi. Mais, obligation d'assurer, par exemple, des surfaces minimales de perméabilité des sols, par exemple. Certainement, vous le faites déjà. Hein, obligation d'arboriser une voie piétonnière ou obligation de s'abstenir de planter certains végétaux. Hein. On voit qu'il y a des plantes qui sont ces plantes ravageuses qu'on essaie d'éviter. Je ne vois pas pourquoi le plan ne pourrait pas prévoir ce type d'obligation positive à la charge des propriétaires dans le cadre du périmètre d'aménagement de l'espace public, lorsque celui-ci n'est pas uniquement en main de la commune. Alors, premier message, changer d'échelle, planifier, faire preuve de créativité par rapport, merci, par rapport aux possibilités d'imposer des charges et des conditions ou des obligations positives au plan. Deuxième piste à creuser, c'est utiliser l'existant. Et là, utiliser l'existant, donc je vous ai proposé tout à l'heure de changer d'échelle, donc de passer de l'autorisation à la planification d'affectation, notamment un plan de quartier. Là, on peut utiliser d'autres types d'existants, et notamment pas un changement d'échelle, mais utiliser des instruments qui ont des accès de connectivité. Et on l'a entendu dans la présentation de M. Kempf ce matin, la question de la connectivité est extrêmement importante dans la réalisation et la réflexion sur les villes. On l'a entendu aussi dans l'exposé de Mme Curnier. Et donc, connectivité des voies de circulation, connectivité des accès à un quartier, connectivité à la mobilité piétonne, tout cela se réalise non pas par des plans de quartier, mais par des plans d'alignement, respectivement, par des plans d'équipement. Et l'idée est de se demander ici aussi si on ne pourrait pas utiliser l'existant ou garnir les plans d'équipement et d'alignement existants d'obligations annexes à charge des personnes qui seraient concernées si, de nouveau, les tracés de connectivité doivent être réalisés sur des parcelles qui appartiennent au privé, alors même qu'elles sont, comme je le dis, ouvertes au public. Alors, il est vrai que cette piste va nécessiter probablement plus que l'autre de modifier un plan d'affectation existant, modifier un plan d'alignement existant, et donc qui dit modification du plan dit article 21 alinéa 2 lat, modification des circonstances. Et là, en se rattachant aux différents plans climat qui fleurissent, aux enjeux et aux défis qui nous attendent, je peux aisément imaginer que les circonstances d'il y a 10, 7, voire même 5 ans ne sont plus les mêmes que celles que l'on connaît aujourd'hui. Et preuve en est finalement toutes les discussions relatives à Plateforme 10 à Lausanne, qui a le temps où la planification a été pensée, et puis aujourd'hui on crie à la surface trop minérale et pas assez verdoyante. Et donc probablement que le fait, ou la pression sur le climat, la biodiversité et les changements climatiques justifie de modifier ces plans d'alignement et d'y garnir peut-être quelques obligations. Cela étant, on n'est pas dans un état où les communes peuvent tout faire. Je ne suis pas en train de vous dire, oui, vous faites tout ce que vous voulez avec vos plans, soyez créatifs, et puis vous imposez toutes les obligations aux propriétaires. Les plans ne peuvent pas prévoir d'obligations qui ne sont pas prévues en amont dans une loi. Ça, c'est important. Ça, c'est le premier élément. Et puis, j'ai ajouté une phrase dans mon slide que vous n'avez pas dans votre document aussi. Je continue par un mais. La jurisprudence admet, et notamment la jurisprudence en matière d'autorisation de construire, admet que, sous l'angle du principe qui peut le plus, peut le moins, sous l'angle du principe de la proportionnalité, des conditions ou des charges qui ont un lien très étroit avec une autorisation de construire, ou donc avec une obligation principale, peuvent exister sans base légale. Plutôt que de refuser de délivrer une autor, respectivement de refuser d'adopter un plan, eh bien, si les intérêts poursuivis ou les intérêts publics qui doivent être ménagés nécessitent que certains aménagements soient faits et soient mis à charge du propriétaire privé et pas de la commune, eh bien, cette jurisprudence liée à l'admissibilité des conditions sans base légale, à mon avis, mériterait d'être exploitée. Donc ça, c'est une première piste et c'est une piste importante. Alors, les personnes qui pratiquent dans le canton de Vaud ont de la chance parce qu'en réalité, avec la modification de la LATC relativement récente, il y a quelques années, on a un article 24 qui est hyper large et à mon avis, c'est une base légale comme ça, permet d'ancrer, à mon avis, déjà pas mal d'obligations à l'intérieur des plans d'affectation dans ce canton. Une question que je me suis posée aussi en préparant l'exposé, c'était de me dire, si la loi cantonale n'est pas assez explicite ou ne permet pas de fixer des obligations dans un plan, est-ce que la commune peut le faire? Parce que la commune dispose aussi d'un organe délibératif qui est en mesure d'adopter des règles de droit et des règles de droit qui ont valeur de normes formelles et qui permettent d'imposer des droits et obligations en particulier.
Alors là, je n'ai pas la réponse. Ça va dépendre de chaque canton, des constitutions cantonales, de la relation entre, finalement, de comment prévoit la délégation de compétences de légiférer du canton en cause avec ses communes, et également aussi le contenu des différentes lois cantonales sur l'énergie, sur la biodiversité lorsqu'elles existent, etc. etc. Donc là, pour l'instant, je le laisse de côté, mais c'est peut-être une question aussi à creuser. Dernier élément encore, autre éventuel obstacle, et là je suis dans la colonne de droite de mon tableau, le principe de l'intérêt public. Et là je fais référence à ce que je disais par rapport au plan d'alignement. Utiliser les plans d'alignement aux fins de favoriser la biodiversité, les espaces verts, les espaces de fraîcheur. Le principe de l'intérêt public ne permet pas aux collectivités publiques d'utiliser un instrument juridique pour un but qui n'est pas celui pour lequel il a été conçu. Donc ça c'est le principe générale. Et donc, c'est une objection que des personnes concernées ou qui s'opposeraient à la modification d'un plan d'alignement qui prévoirait des obligations de planter des arbres, par exemple, pourraient finalement opposer à la commune. Ah voilà, je m'étais mis une alarme aussi, j'arrive, j'en ai pour 1 minute. Donc ça, c'est une obligation que l'on peut entendre, mais je pense que le plan climat, le plan directeur cantonal et tous les instruments juridiques de droit souple qui existent et qui gravitent autour de ces questions de planification révèlent l'intérêt public et le besoin de planifier dans le sens qui serait prévu. Et je ne pense pas que l'on puisse dire qu'un plan d'alignement qui prévoirait des obligations accessoires de planter des arbres, de réserver des espaces verts, d'avoir des espaces perméables, soit un dévoiement de ce type d'instrument. Mais ça non plus, ça n'a pas été évidemment tranché encore par le tribunal fédéral. Donc en conclusion, je suis persuadée que les plans et les plans tels qu'ils existent sont un bras de levier à explorer, soit que l'on élargisse le périmètre, soit qu'on utilise des instruments existants en les garnissant, en les florissant un petit peu d'autres obligations. Une remarque aussi que je voulais faire à l'attention des collectivités publiques, cantons et communes, c'est que plus le plan climat sera précis, disert, prévoira une foultitude de mesures, et plus ces mesures seront le révélateur du fameux intérêt public dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'ils permettront d'ancrer ou de donner un petit peu plus de marge de manœuvre des collectivités publiques dans ce domaine. Mais cela demande évidemment créativité, entrain, courage et surtout de la patience pour se lancer dans ce type de processus. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous prie d'excuser le petit retard. Merci aussi pour le verre d'eau. Je pense qu'il était bienvenu. Oui. Je vais se prendre avec vous. Merci. Timing parfait.